Bonjour à tous, Génactrice et Génacteur, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des outils et de la méthodologie de l'acteur systémique pour un monde régénératif. Salut Laurent, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être dans cette vidéo sur les outils et la méthodologie. Étant des passionnés de pensée systémique, on a plein de choses à vous dire. Mais avant ça, nous avons l'habitude de dire que l'acteur systémique est dans l'action. Alors Laurent, être dans l'action, ça veut dire quoi? Être dans l'action, c'est au cœur de l'organisation, considérer les problèmes complexes et tenter de leur apporter des solutions concrètes. Ah mais là Laurent, tu as utilisé le mot magique, problème. Mais alors, moi ce que je vois dans les organisations, de par mon expérience, là depuis 30 ans dans les grands groupes, informatiques notamment, c'est qu'on est très très bon pour sauter aux solutions. On est beaucoup moins efficace lorsqu'il s'agit d'analyser les problèmes. Est-ce que tu crois vraiment qu'aujourd'hui, les organisations, les entreprises sont capables d'analyser un problème de manière efficace? Je vais citer Albert Einstein. Il a dit que s'il avait une heure pour aborder un problème, il passerait 55 minutes sur le problème lui-même et 5 minutes simplement sur la solution. Aujourd'hui, dans nos organisations, nous voyons bien qu'on saute rapidement aux solutions sans nécessairement avoir défini le problème ou alors en l'ayant mal défini. Donc dire Laurent que pour arriver à la bonne solution, il nous faut une approche systémique. Mais alors, est-ce que l'approche systémique, dans la manière dont on la pense, dont on la conçoit, nous, permet l'équilibre juste entre le problème et la solution? Dans la première partie de l'approche systémique, on va s'intéresser au problème. On va modéliser le système en relation avec le problème qui est posé. Ce qui va permettre ensuite de pouvoir définir les points d'intervention dont émergeront ultérieurement des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la méthodologie de l'approche systémique? On s'inspire évidemment des travaux de Donella Meadows. On va d'abord modéliser, comme je l'ai dit précédemment, le système en considérant l'ensemble des acteurs et de leur interaction en relation avec le problème. La structure du système va nous permettre d'identifier un certain nombre de points d'intervention possibles dont pourront découler l'émergence des solutions. On est donc ici, Laurent, dans la partie problème. Mais alors comment est-ce qu'on passe dans la partie solution? Après avoir analysé le problème en profondeur, et je voudrais vraiment insister sur l'analyse du problème, on va passer aux solutions au pluriel pour les problèmes complexes. L'approche qui va être utilisée est généralement une approche de type ingénieur réductionniste. Mais il va falloir reprendre de la distance pour mesurer l'impact des solutions sur le système. Si les solutions ont un impact positif, c'est-à-dire qu'elles sont régénératrices, on va les conserver, sinon il va falloir les mettre à la poubelle. Un autre aspect important, c'est que dans un monde plus complexe et plus incertain, il faut tester si les solutions peuvent résister à des événements extrêmes. C'est ce que Olivier Hamon appelle un test de robustesse. Ah, Laurent, là, tu as utilisé un mot que j'adore, le réductionnisme. Alors voilà une question pour toi, pas évidente. Est-ce que l'acteur systémique, qui lui a une approche globale, holistique des choses, peut gérer en même temps le réductionnisme? Ou est-ce qu'il le rejette? Est-ce qu'il est capable de gérer ce paradoxe-là? Il n'y a pas vraiment de paradoxe. En fait, la pensée holistique, c'est prendre de la distance par rapport au problème. La pensée réductionniste est plutôt focalisée sur les solutions. Et en fait, l'acteur systémique va naviguer entre ces différentes positions pour arriver à apporter des solutions robustes aux problèmes qui lui sont posés dans son organisation. On intègre donc la pensée d'Edgar Morin dans une certaine mesure. Exactement. Laurent, mais si on parle de complexité et de système, est-ce qu'on peut également parler performance? Je voudrais d'abord rappeler que les écosystèmes naturels n'ont pas d'objectif si ce n'est de permettre les conditions pour qu'ils se perpétuent. Comme le dit Olivier Hamon, les acteurs d'un système ne sont pas performants en permanence. Prenons le cas d'un prédateur. Un prédateur va être performant au moment où il chasse, et c'est ce qui va lui permettre de survivre, mais le reste du temps, il n'est pas forcément dans la performance.
Et cette notion de performance, Laurent, elle est clé. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans le vocabulaire des leaders, le vocabulaire des professionnels, il est très dur de s'extraire de ça. On parle d'efficacité. Même toi et moi, quand on parle de vidéo, on essaye d'être efficace. Mais en fait, ce n'est pas ce que cherche le système. C'est ça qui est fascinant. Un système cherche un équilibre dynamique, ou même un déséquilibre dynamique. Il ne cherche pas nécessairement la performance. La performance sera à un moment précis, comme tu l'as dit. Mais d'une manière générale, c'est cet équilibre qui définit le système. C'est toujours un point de réflexion qui est assez fascinant. Mais revenons à la pratique. Donc l'acteur systémique qui va devoir gérer cette complexité au quotidien, au cœur de l'organisation, au cœur de l'entreprise, au cœur des institutions, comment va-t-il faire pour pouvoir prendre en compte les intérêts divergents des différents acteurs qui sont autour de la table? Puisqu'on parle de problèmes complexes, on peut supposer qu'il va y avoir plusieurs acteurs. Alors ça peut être des acteurs d'organismes différents, d'organisations différentes, ou ça peut être au sein d'une même organisation des acteurs de business unit, de départements différents. Alors comment fait-il, d'une manière pratique, pour gérer l'ensemble de ces points de vue et d'intérêts divergents? Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, l'acteur systémique est un facilitateur. Et il va utiliser l'intelligence collective de l'ensemble des participants. Ces participants vont apporter leur expertise pour modéliser le système. Alors évidemment, arriver à couvrir l'ensemble de la complexité est certainement illusoire, mais malgré tout, cette vision partagée du système va permettre d'aller plus loin dans cette modélisation. L'acteur systémique doit donc pouvoir gérer cette tension qui va naître entre les différents acteurs. Ça peut devenir assez chaud assez rapidement. Alors, comment fait-il pour garder le groupe dans un état d'esprit positif? À quoi se raccroche-t-il? L'acteur systémique, en tant que facilitateur, va être dans un état d'esprit particulier. Il va autant que possible essayer d'éviter d'être dans le jugement, le cynisme et la peur. Et il va partager ses valeurs et cette façon d'être avec l'ensemble des participants. En fait, c'est ce que décrit Otto Scharmer dans la façon dont les innovateurs font émerger des idées nouvelles. J'entends bien, Laurent, mais encore une fois, ça va devenir très chaud très rapidement. Alors, est-ce que ça ne nécessite pas un ancrage particulier, un état d'être particulier pour l'acteur systémique, pour garder son centre, pour garder son sang-froid, pour garder sa position de facilitateur au sein de ces tensions, de ces débats qui vont avoir lieu? Quel est le secret de l'acteur systémique dans ce cas-là? L'acteur systémique n'est pas qu'un être de raison. Il utilise autre chose que son intelligence. En fait, il fait confiance à son corps et à ses intuitions. Et d'ailleurs, nous utilisons des outils intuitifs dans nos formations. Et l'intuition, Laurent, c'est assez fascinant. Elle s'exprime par le biais de vision et de ressenti corporel. Il est important de noter donc que pour l'acteur systémique, le corps a un rôle à jouer. Et l'acteur systémique est très à l'aise avec ça. Il est capable de faciliter euh, l'émergence, le processus d'émergence parmi les participants pour faire apparaître de nouvelles solutions par le biais des visions et des ressentis, et de les tester d'un point de vue intuitif, avant de les analyser bien entendu et de les soumettre au test de robustesse. Et on va donc plus loin que la pensée systémique traditionnelle telle qu'on l'a définie dans nos sociétés. Oui, l'intuition est extrêmement importante. Je voudrais aborder un autre point. En fait, l'acteur systémique, il n'est pas isolé dans l'organisation. Et en tant que facilitateur, il n'est pas forcément celui qui va prendre les décisions. Donc, comment se passe l'interaction avec les décideurs? C'est en fait la vocation de l'acteur systémique que de créer des liens avec les décideurs, les leaders, la direction, afin de faire bouger les choses. L'acteur systémique va créer des partenariats. Pour lui, c'est naturel. C'est quelque chose qu'il a dans son ADN. Et il ne pourra pas amener une nouvelle manière de percevoir et d'analyser les problèmes s'il n'est pas capable de faire ce partenariat avec les décideurs. C'est donc un point absolument clé de son rôle. C'est fondamental. D'ailleurs, Laurent, à ce sujet, tu aimes citer un auteur qui a un terme assez poétique, je trouve, pour faire référence à ce point particulier de partenariat avec le leadership et les décideurs. Tu veux nous en dire plus? Oui, je voudrais parler de Olivier Érard. Olivier Érard a écrit un livre qui s'appelle Le Passeur. Le passeur, pour nous, c'est l'acteur systémique. Il décrit d'ailleurs les interactions entre le passeur et les décideurs. Et c'est bien de ces interactions que naissent les projets
et les solutions qui vont émerger localement. Alors Laurent, je crois qu'on a fait le tour des outils de la méthodologie et ces points vraiment importants, ces points clés que sont la collaboration, le partenariat, l'action, mais également l'intuition, sont des points qu'on va aborder dans le détail et en profondeur lors de nos expériences. Mais je crois que ça fait partie d'une autre vidéo.